Alors salut à toi. Aujourd'hui, une vidéo sur la sphère émotionnelle et notamment sur le fait que beaucoup d'hypersensibles slash haut potentiel vivent des émotions très fortes. Bon, jusque-là, je n'ai pas inventé l'eau chaude, mais surtout pensent que ces émotions sont responsables d'un malheur dans leur vie et gâchent leur vie. Même si, de mon point de vue, je vais essayer d'exposer tout ça à travers cette vidéo et même bien plus. Les émotions sont l'une des plus grandes forces de l'hypersensible slash haut potentiel et que pour en faire une force, ça ne dépend que d'une chose, c'est d'apprendre à comprendre nos émotions, travailler sur elles et faire tout un travail d'intelligence émotionnelle. Parce que, qu'on le veuille ou non, qu'on ait un avis négatif ou non sur la chose, la société nous a jamais appris à gérer ses émotions, nos parents, il y a de grandes chances pour que eux non plus nous aient jamais appris à faire ce travail. Donc c'est en notre responsabilité de le faire et c'est un pouvoir que l'on a tous et toutes. On a tous et toutes le pouvoir de développer cette intelligence émotionnelle et ça, personne ne peut nous l'enlever. Et c'est une leçon importante parce que elle va ressurgir dans la suite de la vidéo, cette notion de nous avons un pouvoir plus grand que le nôtre. Les points qu'on va traiter dans cette vidéo vont être comprendre ses émotions, la base de l'hypersensibilité. Ça va être comment est-ce que les émotions, les sentiments se forment. C'est une question qu'on ne se pose jamais et vous allez voir que comprendre ça, c'est pas juste de la branlette intellectuelle, c'est aussi la capacité à savoir comment des émotions ne se forment pas et comment est-ce qu'on peut quitter un cercle vicieux, les erreurs courantes qui peuvent être faites dans l'intelligence émotionnelle ou dans le fait de gérer nos émotions au quotidien quand on n'a pas le bon bagage. Et bien évidemment, une autre notion qui va vous indiquer que nous ne sommes pas nos émotions. Mais on y reviendra, il y aura aussi une notion de responsabilité face à nos émotions. Mais chaque chose en son temps. Donc, pour commencer véritablement la vidéo, si vous appréciez la vidéo, le like, l'abonnement, le commentaire, ça aide au référencement. Vous connaissez la chanson, il y a tout un tas de liens dans la barre de description. Pub étant faite, on peut passer à la vidéo. Donc, comme je le disais, l'hypersensible et haut potentiel ont, de mon point de vue, même s'ils ne le voient pas comme ça, un haut potentiel pour avoir une intelligence extrêmement développée, notamment émotionnelle. Mais c'est rarement vu de cette sorte et c'est rarement vécu de cette sorte parce que les émotions, quand on n'a pas le bagage, elles vont faire un peu n'importe comment. Et j'ai une analogie pour expliquer ça. Alors, certes foireuse avec mes références cinématographiques, mais une analogie. Au début, dans tous les films de super-héros, on va voir le super-héros qui va avoir son super pouvoir, n'importe lequel, prenons Superman. Il va se faire mordre par son araignée, il va découvrir ses super pouvoirs, et au départ, pour lui, ça va être une galère. Ça va limite être plus un fardeau qu'une bénédiction. Puis, au fur et à mesure, on va avoir tout un développement cinématographique, et il va apprendre à développer ses super pouvoirs pour en faire tout un tas de choses bien, et développer son haut potentiel dans cette chose. Mais en fait, comprenez bien que les émotions, chez les hypersensibles et les hauts potentiels, c'est exactement la même chose. Au départ, on vous donne ça et on vous dit plus ou moins démerde-toi avec. Et on n'apprend pas, on n'a pas appris à gérer les choses. Le truc, c'est que si on suit un développement tel un développement cinématographique où on va s'informer sur les choses, travailler, peut-être se faire accompagner si c'est nécessaire, c'est là où on va développer le plein potentiel et où on va avoir une intelligence émotionnelle avec tout ce qu'il y a derrière, 10 fois plus développé qu'un humain normal, entre guillemets. Et sans ça, on a tout ce qu'un hypersensible ou un haut potentiel connaît couramment. Le fait de se sentir débordé, le mal-être, le sentiment d'avoir des émotions et que ces émotions sont une malédiction, le fait de vouloir se désensibiliser, et d'ailleurs une vidéo est prévue sur ça, sur le fait de pourquoi c'est une grosse erreur de vouloir se désensibiliser, et le sentiment d'être trop. Quand on n'a pas le bon bagage, quand on n'a pas passé son permis émotionnel, encore une fois avec une analogie, c'est un petit peu, soyons sincères, la merde. Maintenant que j'ai expliqué ça, il y a une notion qui est extrêmement à comprendre dans l'intelligence émotionnelle, et en fait, s'il n'y en a qu'une à retenir, ce serait celle-ci. C'est comment est-ce que les sentiments se forment. Et je fais exprès de parler de sentiments plus que d'émotions, parce que c'est deux choses qui sont différentes. Les émotions sont des réactions instinctives. Si je crie actuellement, vous allez avoir peur, vous allez réagir. Ça, c'est une émotion, c'est instinctif, on ne la contrôle quasiment pas. C'est reptilien. À l'inverse, un sentiment, c'est une émotion qui a été réfléchie et c'est une émotion qui vient à force de réflexion. Par exemple,
là, vous pouvez avoir peur de certaines choses parce que j'ai crié, donc émotion. Mais si cette peur perdure dans le temps, parce que vous n'arrêtez pas à ruminer sur cette chose, on va alors parler d'un sentiment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle de sentiments parce que ce qui fait défaut aux hypersensibles et aux potentiels, c'est pas les émotions, ça, c'est humainement, on a quasiment tous les mêmes émotions, mais c'est plutôt les sentiments. Donc, comment se forme un sentiment? Premièrement, il va y avoir une situation, un mot, un contexte, une remarque, un échec, bref, peu importe. Ensuite, à cette situation, à ce contexte, on va y ajouter une interprétation qui est la nôtre en fonction de filtres personnels. Et on va y revenir. Cette interprétation, elle va créer des pensées en boucle. Elle va créer ce qu'on appelle de la rumination, généralement. Et cette rumination, plus elle va s'accentuer, et notamment dans le temps, plus le sentiment va s'accentuer et se développer par rapport à ce qu'il était au départ. Il y a une citation ou un proverbe, je n'ai plus enfin, il y a quelque chose du genre qui dit que ce sur quoi on met notre accent finit par se développer. Ce sur quoi on se concentre finit par se développer et c'est quasiment une règle universelle en réalité. Et ça, c'est pour vous faire comprendre que une fois que vous avez compris qu'une émotion se forme ainsi, vous avez compris comment est-ce qu'on peut couper une émotion. Et généralement, on peut couper une émotion à partir du moment où on l'interprète différemment. Parce que, imaginons que on vous critique ou vous avez l'impression qu'on vous critique. Cette critique, vous allez mettre une interprétation, bonne, moins bonne, ça va faire écho à des blessures, etc., etc. Si cette interprétation n'est pas négative mais positive et constructive, ben les pensées ne vont plus être là, ou alors ça va être des pensées qui vont être constructives et positives. Et de ce biais, de ce fait plutôt, le sentiment disparaît, ou le sentiment devient constructif au lieu d'être négatif. Je vais essayer de donner un exemple, comme à mon habitude, extrêmement concret. Imaginons que vous êtes en couple avec votre partenaire, et que ce partenaire ne répond pas à un de vos messages, mais qu'il l'a vu, parce que vous avez le fameux icône. Là, vous allez l'interpréter du genre « elle m'ignore, j'ai dû faire quelque chose de mal, peut-être qu'il ne m'aime pas autant, peut-être qu'il ne me priorise pas ». Bref, tout ce type de réflexion qu'on peut interpréter, alors qu'à la base, c'est juste une personne qui n'a pas répondu à votre message. Mais cette interprétation, elle se fait à partir de vos filtres, de vos blessures, de votre vécu. C'est pas une réalité, c'est juste des filtres et c'est juste notre réalité à l'instant T. Du coup, cette interprétation, elle va créer des pensées en boucle. Chaque heure sans répondre, ça va intensifier l'angoisse. Chaque heure sans réponse, ça va faire que votre scénario va s'imaginer des disputes. Vous allez imaginer justement la dispute quand il va revenir du travail, le rejet, l'abandon, etc., etc. Est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que je suis suffisamment belle, suffisamment intelligente? Bref, tout un tas de pensées qui vont s'intensifier. Et plus elles s'intensifient, et notamment dans le temps, plus l'émotion, qui au départ était, disons, une émotion à un degré de 2 sur 10, va devenir une émotion à 8 sur 10, un peu comme une cocotte minute qui va exploser tôt ou tard. L'anxiété, donc la peur d'abandonner qui va s'intensifier, la tristesse, la colère, j'en passe, etc. Du coup, on va avoir un sentiment final, même s'il s'intensifie, que quand la personne va répondre, elle va vous dire que par exemple, elle était occupée. L'hypersensible, lui, dans sa tête, il a déjà fait un scénario complet où même ça n'est plus recevable et il est déjà épuisé et rincé émotionnellement. Maintenant, à l'inverse, si dès l'interprétation, on change notre interprétation et on se dit, en fait, il ne peut pas me répondre maintenant parce que soit il est au travail, soit il est occupé, et c'est ok, j'ai pas à être sa priorité, ou soit, on peut se le dire, s'il me répond pas maintenant, il me répondra plus tard, et ce petit vide-là qu'on a laissé, ça va intensifier mon désir de revoir ou d'avoir une réponse de cette personne. Encore une fois, tout est une question d'interprétation. Et à partir du moment où on a cette interprétation, les pensées changent totalement. Par exemple, une personne qui se dit les choses que je vous ai dit dans le deuxième cas, elle peut se dire, hâte qu'elle me réponde, mais d'une manière positive, ou hâte de la voir plus tard, ou plein de choses qui vont être
positives et constructives. Donc, c'est des émotions positives et constructives qui vont se renforcer et le sentiment final va être positif et constructif. Et c'est important de comprendre ça parce que je viens de vous donner 80 à 90% de l'intelligence émotionnelle et de la résolution de vos problèmes. Et je n'abuse même pas. Ce concept-là, qui est un concept grandement stoïcien, en tout cas grandement vu dans la philosophie stoïcienne, celui de la perception des événements, est un concept qui fait 90% de notre interprétation et de notre bonheur ou non dans la vie. Et pourtant, il est ignoré parce qu'on ne nous a pas éduqués à ça et il est souvent boudé. Par exemple, je suis persuadé qu'à travers cette vidéo, beaucoup de gens vont écouter cette vidéo mais ne prendront pas en compte ou n'essaieront même pas de comprendre comment est-ce qu'ils peuvent mettre en place ce type de conseils alors qu'ils pourraient littéralement changer leur vie. Vraiment, je le pense profondément. Maintenant que j'ai dit ça, il y a aussi à comprendre que souvent, quand on est hypersensible au potentiel et même humain d'une manière générale, face aux émotions, on va avoir des erreurs. La première, c'est de fuir ses émotions. Alors, dois-je le rappeler, puis plus on fuit quelque chose, plus ça revient fort, plus on met sous le tapis, plus ça revient fort. Et en fait, plus on met sous le tapis quelque chose, plus il a de contrôle sur nous. Une personne qui fuit ses émotions et qui leur fait pas grand chose, je peux vous assurer que ses émotions vont avoir de plus en plus de contrôle sur lui, mais qui va les ignorer. Par exemple, un homme qui va, pour rester dans le cliché, un homme qui va ignorer ses émotions et qui va dire « oui, mais moi j'ai pas d'émotions » ou « les émotions c'est un truc de femme » ou « les femmes ont plus d'émotions que d'hommes », généralement c'est des hommes qui vont enfouir des émotions. Mais le truc à comprendre, c'est que généralement quand on a ce type d'interprétation et ce type de réaction, les émotions sont déjà grandement en contrôle de tout ce que l'on dit. Parce que peut-être que déjà c'est la peur qui contrôle ce que l'on dit ou ce que l'on interprète. Bref, plus on va rejeter quelque chose, plus ça va avoir de contrôle sur nous. Mais instinctivement, l'être humain, il a un mode par défaut qui va être la fuite. Quand on a quelque chose qui nous paraît comme dangereux, comme incompréhensible, comme de l'ordre de l'inconnu, on va avoir cette fameuse tendance à fuir les choses parce que c'est plus facile. Et c'est un mécanisme humain, il n'y a pas de jugement à avoir, mais il faut en avoir conscience pour pouvoir le changer. Fuir ses émotions, pour faire une analogie, c'est comme une alarme qui sonne. Au départ, peut-être que l'alarme va sonner très doucement. Et on va l'ignorer parce que justement, c'est pas grave, c'est doucement. Plus on ignore nos émotions, plus on les fuit, plus on les enfouit, plus cette alarme va sonner fort. Alors qu'on aurait pu, dès le départ, l'éteindre. Mais non, ça va sonner de plus en plus fort, jusqu'à arriver à un stade où elle sonne tellement fort que ça nous devient impossible parce que le bruit est tellement prenant de l'éteindre. Alors, impossible, le mot est grand, mais vous avez l'idée, c'est se compliquer la vie alors qu'on aurait pu gérer la chose dès le départ, alors que les choses n'étaient pas encore graves. C'est un peu comme le réchauffement climatique. On aurait fait des choses il y a quelques décennies, ça aurait été beaucoup plus facile. Aujourd'hui, on sait parce que toutes les études tendent à dire qu'il y a de grandes chances que nos futures décennies, et encore plus celles de nos progénitures, vont être une galère parce que justement, on n'a pas fait ce qu'il fallait avant. Et à trop attendre, à trop fuir les choses, il se passe des conséquences presque irréversibles parfois. La deuxième chose, l'erreur à ne pas faire, c'est accuser nos émotions d'être le malheur de notre vie. Je parlais d'une notion de responsabilité et peut-être que vous allez me trouver dur, mais je vais quand même exposer ça. Nos émotions ne sont pas responsables de notre malheur. Ce qui fait notre malheur, c'est l'interprétation des situations. Et nous avons la responsabilité d'interpréter des situations d'une manière ou d'une autre. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça ne peut pas prendre du temps. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais nos émotions, elles sont là et nos émotions sont des messagères, comme j'en parlerai dans la suite de la vidéo. Mais elles sont en aucun cas responsables de quoi que ce soit. Ce qui est responsable, c'est de l'interprétation des événements qu'on en fait. Encore une fois, je ne vous jette pas la première pierre, parce que vous m'auriez vu il y a quelques années, je disais que les autres étaient l'enfer, je disais que mes émotions étaient l'enfer, et je me remettais très peu en question, ou je remettais très peu en question mon interprétation des événements, des autres, des situations. Puis le jour où j'ai fait ça, alors ça s'est pas fait en un jour, mais au fur et à mesure, toute ma vie, ou presque, a changé, et depuis,
hasard ou non, je n'ai quasiment plus d'émotions négatives, ou alors j'arrive à les gérer beaucoup plus rapidement, j'ai quasiment plus d'épuisement, et j'ai quasiment plus de conflits dans mon entourage. Tout ça juste parce que j'ai changé une interprétation. Certes, ça m'a demandé beaucoup d'efforts, notamment au niveau de mon ego, ça m'a demandé beaucoup d'efforts à beaucoup de niveaux, mais est-ce que ça en valait le coup? Ouais, même si j'aurais mis 10 années de plus, ça en aurait valu le coup. Donc, attention à ne pas accuser soit les autres ou soit nos émotions d'être responsables de notre malheur ou d'émotions que l'on pourrait vivre, parce que c'est rarement la réalité. Je dis pas que ça ne peut pas avoir une part de responsabilité, mais cette part de responsabilité est généralement très minime. Dur peut-être à entendre, écoutez, je l'entends, hein, je me mets à votre place ou je me mets à la place de mon moi d'avant, c'était exactement pareil. Mais parfois, c'est important de dire des choses dont vous n'avez pas envie d'entendre, mais que vous avez peut-être besoin d'entendre, peut-être pas maintenant, mais peut-être à l'avenir. Mais je ferai une vidéo, je pense, sur certains de ces aspects-là. Maintenant, pour l'avant-dernier point, c'est que nos émotions sont des messagers. Faut voir une émotion comme un message que l'on recevrait, comme un SMS. C'est une information. Imaginez que votre boss vous envoie un mail, une émotion, c'est à peu de choses près la même chose. Alors ça va être propre à chacun, mais on a des généralités qui nous font comprendre que, par exemple, l'émotion de la peur, ça peut être une boussole parce qu'il y a des autosabotages. Quand vous avez un autosabotage, généralement cet autosabotage va prendre la forme de la peur, et quand on va avoir peur de faire certaines choses qui nous font envie, pourtant, généralement c'est une boussole qui vous indique c'est ce que tu dois faire et c'est la voie que tu dois suivre. Exemple, une personne qui a beaucoup d'autosabotage au niveau de créer un business dans l'entrepreneuriat, qui a peut-être beaucoup de peur, beaucoup de crainte, ce qui est normal, peut-être que c'est un message que lui envoie sa peur pour lui dire, en fait, c'est littéralement la voie où tu dois aller. Aussi, on pourrait interpréter la peur différemment. La peur est souvent une émotion de préparation. Quand on a peur de certaines choses, c'est généralement qu'on a peur de ne pas être préparé à la chose. Ou quand on manque de préparation. Si demain, je dois parler face à 1000 personnes, je vais avoir peur. Certes parce qu'il y a un vécu, certes parce que j'ai été un ancien anxieux social et timide, donc il y a peut-être des choses, il y a peut-être des restes, mais plus que tout, c'est une émotion qui m'indique que je ne suis peut-être pas assez préparé à ça. Et du coup, ça m'indique ce que je dois préparer. C'était un exemple, mais c'est pareil pour tout. Plus on a peur d'une chose, plus peut-être que ça veut dire qu'on n'est pas préparé à la chose ou alors qu'on a des autosabotages. Encore une fois, c'est propre à chacun et c'est un travail à faire en autonomie ou avec une personne dans le cadre d'un accompagnement. Ça, c'est libre à chacun de le décider. Ensuite, la joie. Oui, parce qu'il n'existe pas que des émotions négatives. La joie est un message qui indique que cette chose vous épanouit dans la vie et que vous devriez en faire encore plus. Généralement, quand vous ressentez de la joie, de la paix, de l'amour, c'est qu'il y a des stratégies de réussite derrière. Et c'est des choses à faire autant que vous le faites, si ce n'est à faire encore plus. Si demain, vous allez, je sais pas, à un cours de cuisine, que c'est la première fois et que ça vous apporte une joie incroyable et une paix incroyable, il y a de grandes chances à parier que cette émotion-là vous indique que derrière ça, derrière ce comportement, derrière cette passion naissante, il y a une stratégie de réussite pour votre bonheur. Donc, la joie que vous avez ressentie, l'émotion a été un messager. Pareil, quand on ressent de la colère, de la jalousie, quand on ressent de la frustration, c'est des messages. Alors, la jalousie, l'envie, peut être un message d'insécurité personnelle. Ça peut être un message de peur, parce que généralement, la jalousie n'est rarement une émotion racine, mais la racine de la jalousie est la peur. Souvent, quand on est jaloux de quelque chose, c'est qu'on a une insécurité ou qu'on a peur. Quand on est jaloux ou vis-à-vis de notre compagne, c'est qu'on a peur de la perdre. En réalité, la vraie racine. Pareil, la frustration, la colère, c'est souvent qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie et qui sont à corriger, ou que certaines personnes ont empiété sur notre territoire. Alors c'est très mal dit, mais il y a plus ou moins cette notion archaïque-là de quand on dépasse nos limites, donc des limites de territoire, même en termes d'énergie, l'énergie est un territoire, est une ressource d'un territoire, d'une autre, on va avoir des émotions.
comprenez bien que toutes les émotions que vous vivez, elles sont un message. Et que ce message, c'est à vous de le décrypter, ça prend du temps, et c'est à vous de l'interpréter. Par exemple, si demain, une personne empiète sur mes limites, il y a des chances que ça me mette plus ou moins en colère. À moins que j'ai interprété les choses différemment. Mais cette colère, après, je peux l'interpréter et décider d'en faire ce que je veux parce que c'est ma responsabilité. Alors, bien évidemment, je pourrais décider d'être un gros con et de gueuler sur la personne en retour. Ou à l'inverse, je peux me dire, ok, j'ai cette colère, c'est une énergie, cette énergie, je vais la mettre à profit dans certaines évolutions. Peut-être que ça m'indique que je dois développer encore plus mon assertivité. Donc, ma capacité à m'imposer avec bienveillance et légitimité. Encore une fois, toutes les émotions sont des indications sur ce que vous devez faire et comment vous devez le faire aussi. Comprenez bien que les émotions sont un langage qui est beaucoup plus subtil que celui du mental. C'est un langage qui est subconscient, c'est un langage qui est du corps, et que le langage du corps, le langage du subconscient, le langage des émotions sont un langage qui est 10 fois plus puissant que celui du mental, même si on ne l'expérimente pas, même s'il n'est pas mis en avant comme ça. Mais faites confiance à vos émotions, au fur et à mesure, apprenez à les comprendre, et vous allez voir que beaucoup de choses dans votre vie vont se guider et d'une manière simple, efficace. C'est ce que j'appelle l'alignement. Et pour le dernier point de cette vidéo, et pas des moindres, c'est que nous ne sommes pas nos émotions. Vous n'êtes pas vos émotions. C'est une chose qui est compliquée à comprendre, mais nous ne sommes pas nos émotions. En fait, je vais même aller plus loin, nous ne sommes pas nos souvenirs. Nos souvenirs sont empreintes d'une interprétation. À partir du moment où on a mis une interprétation sur un souvenir, nous ne sommes plus notre souvenir et notre souvenir n'est même plus la réalité. Parce que la réalité a été colorée d'une interprétation. C'est pareil avec les émotions. Les émotions, il faut les voir comme un colorant dans une recette. Il y a la recette, mais cette recette va être colorée. Vous avez jamais remarqué que quand vous êtes en colère, ou quand vous êtes triste, ou quand vous avez certains types d'émotions, tout le reste des événements dans votre vie va être coloré à partir de cette émotion. Quand vous pétez le feu, quand vous êtes en joie, une personne pourrait vous annoncer une mauvaise nouvelle que ça va moins vous impacter. À l'inverse, quand c'est lourd, quand on se lève du mauvais pied, ça va colorer toute notre journée et peut-être même plus. C'est important de le comprendre parce que ça nous indique que les émotions sont passagères. C'est de l'énergie en mouvement. Les émotions sont de l'énergie, qu'on le veuille ou non, en mouvement. Et une fois qu'on comprend que nous ne sommes pas nos émotions, que c'est pas parce que on a de la tristesse, qu'on a de la colère, qu'on a quoi que ce soit d'autre, que c'est nous-mêmes. Ça peut le devenir si on rumine une émotion indéfiniment. Par exemple, vous avez des personnes qui vont ruminer pendant des dizaines d'années de la colère, de la frustration, de la jalousie, et, excusez-moi des termes, mais ça devient des vieux cons aigris. En fait, les vieux cons aigris ne sont pas nés vieux cons aigris. Ils le sont devenus à force d'avoir tout le temps les mêmes émotions, d'avoir tout le temps les mêmes comportements, et notamment négatifs. Parce que une émotion devient un sentiment si on l'interprète d'une manière et si on la rumine. Mais à force de le faire, avec les années, ça devient un comportement, puis ça devient un tempérament, et à force, le tempérament devient une identité. Mais à la base, nos émotions ne sont pas nous. Donc, c'est important à comprendre parce que beaucoup trop de gens s'identifient à leurs émotions pour justifier même beaucoup de choses en réalité. Encore une fois, mécanisme psychologique de base, il n'y a pas de jugement à avoir. C'est juste la nature humaine qui est comme ça, on est très peu éduqué ainsi. Donc, c'était une vidéo qui avait pour but de vous donner en 30 minutes les 4 à 5 plus grandes informations qui m'ont aidé à avoir une intelligence émotionnelle que j'estime en toute légitimité plus développée que la plupart des gens. Et j'estime ça parce que j'ai mis des années à le travailler et que j'ai le mérite de ce cheminement, à l'inverse d'autres choses. Et bref, je me suis perdu dans ma justification alors que je n'avais pas à avoir de justification. Mais tout ça pour dire, prenez soin de vous. Ne prenez pas cette vidéo au hasard. Il y a vraiment, je pense, si on apprend à réfléchir et à mettre en pratique certains de ces fondements, avec le temps, ça peut vraiment devenir extrêmement puissant pour vous et vraiment salvateur sur beaucoup d'aspects. Parce que cette vidéo elle a été faite à partir de mon vécu,
Elle a été faite à partir du vécu de beaucoup de personnes que j'ai connues. Elle a été faite à partir de tout ce que j'ai pu avoir en termes d'informations sur l'intelligence émotionnelle, et Dieu sait que j'y ai mis de l'énergie, du temps et de l'argent, et bien plus. Donc c'est un regroupement en 30 minutes de tout ça. Sur ce, prenez soin de vous, le like, l'abonnement, si vous avez aimé la vidéo, si elle a été pertinente, puis je vous dis à une très prochaine vidéo.